Et c'est tout de suite le débat des éditorialistes d'Europe Soir. On retrouve Natacha Polony et David Revenot-Dallon du JDD. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez eu envie de revenir ce soir sur cette polémique dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, la polémique sur le sentiment d'insécurité pour les femmes dans un quartier de Paris. En l'occurrence, c'est le quartier du 18e arrondissement. On va commencer avec vous, Natacha. Votre sentiment là-dessus ? Déjà, il faut rappeler un petit peu les faits. Donc, le quartier, c'est à la frontière entre le 10e et le 18e arrondissement, le quartier La Chapelle, qui est un quartier pauvre. Parce qu'on dit poliment de mixité sociale. Non, c'est un quartier qui cumule les difficultés. C'est un quartier qui voit beaucoup de trafiquants, de dealers, parce que il y a justement, c'est pas pour rien que la salle de shoot a ouvert juste à côté, c'est parce que c'est le lieu de tous les trafics. Et donc, que se passe-t-il ? Mi-mai, des femmes signent une pétition pour alerter sur le fait qu'elles sont harcelées, insultées dans la rue par des groupes d'hommes qui sont là en permanence, qui tiennent le pavé. Et immédiatement, la polémique surgit. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a à cet endroit-là un camp de migrants sous le métro aérien de La Chapelle. Et donc elles sont accusées de racisme sous-jacent parce que en fait elles accuseraient les migrants. Et donc toute la suite va consister dans différents journaux, par exemple Libération, par exemple Les Inrecuptibles, à démontrer que ce ne sont pas les migrants qui harcèlent. Mais elles n'ont pas dit que c'était les migrants spécifiquement qui harcèlent. Elles se plaignent du harcèlement. Et on est très étonné de voir que les mouvements féministes qui nous expliquent que les femmes sont harcelées partout dans la rue, c'est-à-dire que mademoiselle, vous êtes charmante, c'est devenu du harcèlement. Et bien là, tout à coup, il y a une espèce de tétanie, c'est-à-dire que certains mouvements de féministes ont expliqué que c'était pas grave et que la solution, c'était d'élargir les trottoirs. Bon, c'est-à-dire qu'il y a un déni de réalité par peur que ce soit récupéré, parce qu'en effet, sur la fachosphère, il y a dans les réseaux sociaux, il y a des racistes qui ont attaqué les migrants. Mais c'est pas de la faute de ces femmes. Donc là, il y a un problème de déni de réalité assez aberrant. David Revenot-Dallon du JDD, pour vous aussi, déni de réalité ? Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ce qu'il faut rappeler, c'est que effectivement, c'est un des quartiers les plus pauvres de la capitale, sans doute. Peut-être le plus pauvre, et qu'il y a aussi des explications d'ordre divers, c'est-à-dire que c'est un haut lieu du trafic de drogue depuis des années et des années, si ce n'est des décennies, qu'effectivement c'est un quartier donc pauvre avec des habitations à très bas loyer, voire des taudis ou des marchands de sommeil, des marchands de sommeil, et donc ça attire beaucoup de... Après, malgré tout, c'est des quartiers qui se sont développés aussi. Mais dans Paris, c'est toujours concentré sur quelques rues. Donc pas mal de clandestins aussi, et donc effectivement un point de fixation depuis quelques mois des migrants. Donc ça fait une triple focalisation qui débouche aussi sur ce qu'on vient de dire, parce qu'il faut lire les témoignages de ces femmes, et c'est quand même assez fou de constater que un père est obligé d'aller chercher sa fille au métro parce qu'elle ne peut pas rentrer du lycée ou du collège, que des femmes ne peuvent pas simplement faire les courses, etc. Donc il y a cet aspect de paupérisation, il y a un aspect presque policier ou sécuritaire, puisque c'est un petit peu un problème de jonction. Il y a ce qu'on appelle deux zones de sécurité prioritaires à droite et à gauche de ce quartier, mais donc ce quartier-là n'est pas protégé, ce qui fait qu'évidemment beaucoup de délinquants permettent de s'y rendre. Alors, le sujet, il est devenu éminemment polémique, c'est ce que racontait Natacha. Il est aussi devenu politique, voire politicien, sur un fond d'élection législative. On a vu tout de suite Madame Pécresse qui s'est emparée du sujet. On a vu Malek Bouti qui s'est emparée du sujet. Et effectivement, vous parliez des mouvements féministes. En l'occurrence, c'est Madame Caroline Dehaas qui a expliqué qu'il fallait élargir les trottoirs pour éviter les contacts entre les femmes qui habitent le quartier et les responsables de ce harcèlement. Et j'aimerais citer à ce propos Madame Aurore Berger, qui est une proche de Madame Macron, qui a répondu: il faudrait surtout rallonger les jupes des filles. C'est évidemment de l'humour, mais c'est pour renvoyer à Madame Dehaas le fait que évidemment sa proposition est totalement à la fois farfelue et puis complètement déconnectée. Mais Natacha, est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque de stigmatisation autour de ce sujet ? Le risque de stigmatisation, il va venir si on continue à nier un problème par peur des amalgames et de la stigmatisation. Personne ne dit qu'il y a une population spécifique qui se livrerait à ce harcèlement.
Alors, il y a eu des cas où certains ont commencé à analyser des causes culturelles en disant mais parce qu'il y a une vision de la femme qui n'est pas la même, etc. Peut-être c'est pas ce que font ces femmes dans cette pétition. Elles demandent juste à pouvoir se promener normalement dans leur quartier sans se faire traiter de salope. Bon, eh bien, je pense que la stigmatisation, elle vient justement de cette espèce de frilosité qui va générer de la colère, qui va générer de la rancœur, et c'est ça qui est extrêmement dangereux. Le déni du réel au nom des belles idées, ça ne sert pas les belles idées. C'est vrai que David Revaud-Dallon, on a vécu un peu ce déni. En tout cas, il y a eu une vraie bataille même avec la mairie de Paris qui ne voulait pas reconnaître même peut-être l'existence d'un problème jusqu'à le reconnaître finalement au bout. Elle l'a reconnu à tel point qu'il y a quelques mois, elle a édité un guide qui s'appelle Genre et espace public. Alors, elle sait très bien, et si elle ne l'avait pas fait, on l'aurait accusée évidemment de n'avoir rien fait. Mais je me demande en quoi la publication d'un guide genre et espace public, surtout dans le contexte que vous venons d'évoquer, va améliorer les choses. C'est vrai que politiquement, là je suis tout à fait d'accord avec Natacha, si on ne se place pas, si on ne se combat pas sur ce terrain, on l'abandonne, et donc on l'abandonne à qui? Précisément à ceux qui vont faire les amalgames. Et les articles d'une certaine presse de gauche bobo ou certaines prises de position de politique, précisément, font encore une fois le jeu de ceux qui vont faire cet amalgame, faire cette stigmatisation. Et donc, le fait de dire les choses sans pourtant stigmatiser et sans accuser, sans faire de racisme, voilà, il faut absolument séparer cette accusation de racisme et le féminisme. Mais pour autant, Natacha, vous qui suivez la presse pour nous chaque matin, ça a fait les gros titres il y a 15 jours, 3 semaines, et on n'en parle quasiment plus. Vous avez eu, vous, envie ce soir d'en redébattre, mais on en parle beaucoup moins en tout cas. On voit des matchs d'articles d'un côté, de l'autre, c'est-à-dire un article dans les Inrocks, alors il y a un autre article sur, par exemple, le site Figaro Vox, du coup, il y a Le Monde qui répond. Vous voyez, ça devient politicien et c'est quand même assez dramatique. Et bien voilà, Natacha Polony qu'on retrouvera demain matin pour la revue de presse dans la matinale de Samuel Etienne. Merci beaucoup David Renaud-Dallon du JDD qu'on retrouve également régulièrement dans cette Europe Soir. Maintenant, François Clémenceau du JDD. Bonsoir François. Bonsoir. Alors avec vous, on va s'intéresser à l'étranger avec cette question: à quoi va servir ce G7 en Sicile? Emmanuel Macron ne sera pas le seul petit nouveau à faire sa rentrée au G7 à partir de demain à Taormina en Sicile. Il va y avoir parmi ces petits nouveaux Donald Trump, Theresa May et l'Italien Gentiloni. Et ils feront également leur rentrée diplomatique dans ce club qui a toujours du mal à faire valoir son utilité, François. Oui, alors on va évacuer cette question de prime abord parce que c'est vrai que la pertinence du G7 ou l'efficacité du G7, ça se discute. Le G7 ou même le G8, lorsque la Russie en faisait encore partie avant de s'en faire exclure pour cause d'annexion de la Crimée, n'a jamais prétendu être un club où l'on décide. Ce n'est pas un comité exécutif ou un directoire du monde, mais c'est un forum qui permet d'échanger entre grands leaders de ce qu'on appelle aujourd'hui la communauté occidentale, Japon inclus donc, et qui envoie des signaux ou indique des chemins à suivre. Le G7 pèse 65% de la richesse mondiale, c'est donc un point de repère pour d'autres organisations comme le G20 qui additionne les pays émergents ou les grandes organisations comme l'Union européenne, dont le président est d'ailleurs à la table du G7, ou l'Union africaine, d'autant plus que depuis une dizaine d'années maintenant, le G7 a pris pour habitude de recevoir en deuxième partie de sommet plusieurs leaders africains pour échanger avec eux sur les questions de développement ou sur des thématiques transversales comme l'immigration, le terrorisme ou le climat. Donc si je vous comprends bien, le G7 ne décide pas, mais comment on pourrait dire ? Il impulse, je crois même que c'est une formule qu'ils utilisent eux-mêmes. Oui, voilà, il impulse, il essaye de donner le cap sur des sujets majeurs. Et il y en aura deux cette année, le climat et le commerce. Sur le climat, la grande inconnue s'appelle Donald Trump. Va-t-il confirmer, annuler ou vouloir renégocier les accords de Paris de la COP21 ? Tous les partenaires du G7, surtout la France, le Canada et l'Allemagne, vont faire pression sur le président américain pour qu'il ne commette pas l'irréparable. Rien ne serait plus catastrophique pour tous les pays qui se sont engagés à réduire leurs émissions polluantes que de voir publier samedi un communiqué final dans lequel les États-Unis refuseraient une nouvelle fois de prendre position sur ce sujet qui est pourtant majeur. Alors il y a quand même un autre sujet majeur, c'est le commerce. Et là encore, c'est un certain Donald Trump qui coince sur ce dossier. Alors c'est Donald Trump, mais il n'est pas tout seul, parce que vous avez d'un côté les États-Unis, oui, qui se sont clairement engagés dans une logique protectionniste avec le refus du libre-échange, puisque Trump a annulé le traité transpacifique. Il a aussi suspendu le traité de libre-échange avec l'Europe. Mais l'Union européenne, de son côté, n'est pas assurée non plus de faire ratifier le CETA, le traité de libre-échange avec le Canada. Tous les États l'ont signé, certes, mais beaucoup de parlements nationaux sont réticents à voter la
ratification. Donc là aussi, il y aura de la bagarre pour que chacun fasse des concessions, pour que l'on cesse de construire des barrières et des murs sans arrêt. Le G7, vous le savez, a toujours plaidé pour une mondialisation maîtrisée, régulée, sans toutefois y parvenir, c'est vrai. Et l'idée, ce serait évidemment qu'on ne passe pas d'un extrême à l'autre, d'où l'utilité de ces échanges. Merci beaucoup François Clémenceau. On vous retrouve demain en direct justement de la Sicile pour ce sommet du G7. Vous restez avec nous dans un instant. Les médias, le ZAP et Nicolas Canteloup.